Et bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, le sujet de ce soir, ça va être d'expérimenter un petit peu un petit projet pas trop méchant. Euh, donc l'objectif en fait, je vais réaliser une petite application avec grosso modo un front, un back en Adonis et on va essayer de lier les deux en utilisant la librairie tuyau et voir un peu comment en pratique on met ça en place. Et hop. Tac. Allez, hop. Alors, je vais commencer déjà dans un premier temps par créer mon dossier front-end. Hop. On va commencer à réaliser une petite page avec ça déjà pour commencer. Hop, je travaille avec VS Code ce soir. Tic, tic. Et hop. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, hop. Faire un truc très basique. Hmm. Hop. C'est peut-être un peu gros là, hein. Ouais, je pense que c'est mieux. Salut Itzmerb. Salut à toi. Comment tu vas? Je suis désolé, je crois que la connexion a sauté visiblement. Merci à Sofiane si tu es là pour ton follow. Bienvenue à toi. Ça va très bien et toi? Ça va très bien et toi? On va faire une petite page sympa, juste une petite page blog rapide. Nouveau site web pour Today. Ouais, juste une petite expérimentation autour de la librairie Tuyau. J'aimerais bien essayer ça pour voir un peu ce que ça peut donner. On va commencer gentiment. On va essayer de faire une application full stack, donc avec un front et un back.
L'objectif, donc, c'est d'avoir deux serveurs, un front-end, un back-end, et de faire communiquer les deux, et d'essayer d'utiliser la librairie Tuyau, et on va voir les avantages que ça peut procurer. Voilà, grosso modo. C'est vraiment un tout petit projet indépendant pour ce soir. Ça fait du bien aussi des fois, de temps en temps, de tester de nouvelles choses. Backend avec du JS, bien sûr. Avec du JS, absolument. Avec Adonis JS. On va faire un petit Hello World. Pour commencer. Hop. Le fameux. Je suis en train même de me dire... ce qu'on va même faire pour le front-end. Je vais carrément initialiser un projet, un mini-projet avec... Tu travailles avec Linux? Ouais. Avec Zorin OS. Voilà, c'est ça que je cherchais. On va même initialiser un petit projet parcelle pour le front-end, je pense. Alors. Hop. Hop. Ouais, bah en vrai, ça me va bien, ça. On va faire un petit npm install de parcelle. Alors, du coup, ça, c'est bon. Non, je vais quand même renommer ça src. Je vais faire un nouveau dossier. Non, pas là, pas là, pas là, pas là. Je vais le faire à la racine, s'il te plaît. Voilà, on va l'appeler front-end. Et dans ce dossier front-end, hop, on installe parcelle. Qu'est-ce que tu fais de beau de ton côté, Itzmerb? Tu codes un petit peu? T'es débutant en programmation? T'as déjà des années de XP derrière toi? Donc le petit src, on va le mettre à l'intérieur de notre front-end. Tac, voilà. Et du coup, on va pouvoir avoir notre petit npx parcelle src index. T'es étudiant encore, ok? Qu'est-ce que tu fais comme étude? Voilà. Et là, normalement, hop, si je lance un petit localhost, il l'a lancé sur quel port? 1, 2, 3, 4. Hop, on a notre petit Hello World qui s'affiche. Impeccable. Du coup, on va se dire que là, on va construire vite fait. Est-ce que je ne rajouterais pas une petite librairie CSS bon, pas Tailwind parce que j'ai pas envie de trop me prendre la tête. On va prendre un truc vraiment très basique.
On va partir sur du Pico CSS, ce sera très très bien. L'idée, c'est pas de construire une mastodonte. Hop, hop, hop. Voilà, on link la source avec le CDN. Et normalement, voilà, on a notre beau Hello World qui s'affiche un petit peu mieux, ça pique moins les yeux en tout cas. Toujours, toujours, ça facilite toujours la vie. On va mettre un petit main container conformément à la doc de Pico CSS. Si je te pose ces questions-là, en fait, It's Merb, c'est parce que je suis moi-même formateur en fait en développement web. Je travaille chez O'Clock en fait depuis 2 ans et demi et je donne donc des cours à des jeunes qui sont en reconversion professionnelle, donc qui proviennent pas du tout du monde informatique et on les forme à devenir de futurs développeurs web. Bonsoir les devs, salut Sinv, comment tu vas? Liste des articles, on va faire un truc très basique. On va partir sur une petite section. On va mettre à l'intérieur des petits articles. Tu veux savoir les langages que j'étudie pour l'instant? Vas-y, dis-moi tout. Dis-moi tout, évidemment, ça m'intéresse. Donc là, on va mettre un petit H2. On va mettre titre de l'article 1. Et un petit paragraphe. On va juste voir rapidement à quoi ça ressemble. Voilà. Une petite astuce au passage. On peut faire un petit lorem 50. Ah, ça marche pas ça? Lorem 20? Voilà. Et si je précise le nombre de... Si je précise un nombre après le lorem, en fait, je vais avoir le nombre de mots ici qui va être automatiquement auto-complété. C'est marrant, j'ai un pote qui a contacté O'Clock il y a 15 jours pour sa reconversion. Ah, bienvenue à toi, Sliane. Bienvenue à toi. Eh ben écoute, peut-être que je serai un de ses futurs formateurs, on va savoir. Comment vas-tu? Alors, langage C, langage C++, langage JS pour le front, HTML, CSS, PHP, SQL, CMD, Linux. Ça me paraît pas mal tout ça. Ça me paraît pas mal. Je dirais, si tu kiffes, c'est le plus important. Voilà. Kiffe ta life. Ok, donc on a un petit truc sympatoche. On va pouvoir peut-être potentiellement rajouter une petite grid. Une petite grid. Un petit layout grid. Il nous suffit pour ça avec Pico CSS de rajouter juste classe égale grid. Et c'est terminé. Hop, hop. Voilà. Admettons, je rajoute un deuxième article ici. Hop. Voilà. On a notre petite grid. Bim. Hop. Nickel. J'ai le choix. Millage. Cybersécurité. T'as des conseils pour le choix ou pas? Alors, millage, je sais plus ce que c'est. J'en avais déjà entendu parler. Méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Ouais, c'est un master. Ok, ouais. Euh,
Est-ce que millage est mieux que cybersécurité? Je pense que c'est avant tout une question de choix personnel. Est-ce que, euh, est-ce que ce qui te fait plus... Est-ce que finalement, la cybersécurité, c'est quelque chose qui t'intéresse plus que l'informatique générale? Je pourrais pas faire le choix à ta place, évidemment. C'est toi qui le feras. Mais il faut que tu vois, en fonction de ce choix-là, ce qui, euh, ce qui pourrait potentiellement plus te plaire ou pas. Voilà. C'est avant tout une question de passion, je pense. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. On va se dire que là, on va faire un petit script. J'aime le domaine du hacking, etc. C'est passionnant, hein, le domaine du hacking. Figure-toi que un des derniers modules là que je viens de finir de donner, c'était justement sur l'orchestration et la cybersécurité. Euh, franchement, j'ai régalé les étudiants parce qu'ils étaient vraiment comblés. On a étudié tout ce qui était Docker, Docker Swarm. On a fait un petit peu de failles XSS, failles CSRF et failles SQLI. Ça, c'était le dernier cours qu'on a fait mardi et c'était cool. Aussi bien pour moi que pour eux, on s'est régalé, quoi. C'était cool. C'est passionnant, hein, le domaine de la cyber, hein. Il y a tellement de choses. Et faire ça en 6 jours, en vrai, c'est pas assez, hein. Ce qui est assez marrant d'ailleurs avec l'informatique, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a, tu pourras jamais trouver un système qui est 100% sécurisé parce que ça n'existe tout simplement pas. Et c'est ça c'est ça qui rend finalement la chose passionnante, c'est que c'est toujours un jeu entre ceux qui produisent les failles de sécurité et ceux qui, qui arrivent à contrer justement ces failles en produisant des systèmes de protection. C'est toujours un jeu en fait. Un jeu de celui qui arrivera plus vite à casser par exemple les algorithmes de crypto, ce genre de choses quoi. Je me demande si je peux choisir cyber et faire auto-formation pour côté MIA, genre les apps, etc. Donc genre je fais les deux même en même temps. Faudrait que tu vois un petit peu qu'est-ce qui est abordé dans le programme de la cyber. Parce que si j'ai bien compris, c'est quoi? C'est un master? C'est aussi un master la cybersécu? Parce que normalement, MIAGE, c'est un master, hein, si je me souviens bien. Après, évidemment, moi, ce que je dis toujours, c'est que les deux qualités pour pouvoir devenir développeur, c'est un, faut savoir être curieux. Deux, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Parce que finalement, le développement informatique, tu vas faire beaucoup de recherches, tu vas... Bon, aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est vrai que tu peux lui demander de faire ce que tu as envie, finalement, quelque part. Et tu as des réponses qui sont quasi instantanées. C'est pas comme nous à l'époque, finalement. Mais, euh, mais pour avoir un bon apprentissage au niveau du développement web, il faut essayer de comprendre ce que tu fais. Et pour comprendre ce que tu fais, il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience, beaucoup de pratique, beaucoup d'apprentissage.
C'est des heures et des heures, des heures et des heures. Et c'est pour ça qu'il faut être passionné avant tout finalement. Ah, salut Barbache, comment tu vas? Alors, on va faire un petit script très gentil. J'aurais presque même envie de pouvoir faire du TypeScript. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer TypeScript. Normalement, il doit y avoir moyen de faire un npm install TypeScript. Ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que si genre maintenant... Je sais pas s'il y a une config à faire en particulier après pour pouvoir le mettre en place. Ah oui, alors un truc essentiel que j'oublie systématiquement. Alors déjà ici le script il n'est pas lié, donc ça risque pas de marcher. Donc on va faire ici tout à la fin, hop, un script type égale module, src égale js. Alors je sais pas s'il faut que je fasse ./js, j'ai un doute. js/script.js comme ceci. Voilà. Alors on va juste hop inspecter console. Bam. Oui, ça c'est normal. Ah oui, bah oui, c'est normal. Le serveur n'est plus lancé, donc il faut que je le relance. Voilà. Long week-end, ouais, 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 c'est vrai. C'est bien, hein. C'est bien pour une fois d'avoir un long week-end. Fini le boulot et début de week-end. Tu bossais sur quoi de beau? Je voyais ça parler de cybersécu et apprentissage intéressant, ça, ouais. Ouais, je disais que alors, il y a Itzmerb qui est en train d'avoir un doute sur le choix qu'il a à faire entre un master MIAGE et une formation en cybersécurité. Et moi, j'expliquais que grosso modo, là, les 6 derniers jours, en fait, j'ai donné une formation complète sur ces thèmes-là, puisqu'on a fait, on a fait un module orchestration et cybersécurité. Et donc, on a abordé toutes les notions Docker, Docker Swarm, FAXSS en détail. Parce que FAXSS, si tu vas juste à la surface des choses, hein, une FAXSS, c'est juste un truc que tu vas inclure. C'est un script que tu vas inclure dans une URL. Si tu vas plus en profondeur, il y a beaucoup de choses qui sont derrière le XSS. Donc, quand tu creuses vraiment le XSS, c'est vraiment très, très, très passionnant. Et on a fait tout ce qui était C-Surf et également un autre truc, c'était les attaques SQLI, les injections SQL. Et ouais, j'ai vraiment kiffé parler de tout ça parce que j'avais encore jamais eu l'occasion en 2 ans et demi de faire une formation sur ces sujets-là. Et là, bah, c'était cool de l'avoir faite, quoi. Voilà. C'est férié chez vous. Ouais, ouais, c'est férié, en effet. Merci Uxer pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Donc, à partir de là, ce que je vais décider de faire, c'est que au niveau de mon script, on va faire un petit console log. On va faire hello world. Pareil, même façon, bim. Et un truc que je vais essayer de faire, c'est que si jamais je change le fichier et que je mets script.ts, est-ce que ça fonctionne directement comme ça? Alors on va essayer. Je réactualise. Ça a l'air d'être bon. Ok, donc on a bien Parcel qui nous génère automatiquement le JS à partir du TypeScript. C'est parfait. Ok,
Donc comme ça, on va pouvoir travailler en TypeScript dans le front-end grâce à Parcel. Les entreprises travaillent encore avec du SQL. Oh que oui, oh que oui. Si tu n'avais... Attends, c'est quoi ta question précise? Parce que en vrai, elle peut avoir du sens, ta question. Ta question, c'est est-ce que tu nous demandes si on fait du SQL concrètement pour gérer les bases de données? Ou est-ce que ta question, c'est, vu qu'aujourd'hui on a du SQL et du NoSQL, est-ce que tu es en train, à tout hasard, de demander si des fois le NoSQL serait pas en train de remplacer le... Est-ce que c'est un peu ça le sens de ta question ou pas? Pour être sûr que j'ai bien compris. Genre NoSQL, c'est un peu la méta, non. En vrai de vrai, ça dépend de ton projet. Si ton projet, si dans ton projet, parce que c'est vrai que dans beaucoup de formations, il y a un problème qui est assez majeur, qui est que il y a beaucoup de bootcamps qui pullulent de long en large en travers et qui t'expliquent grosso modo que tu vas faire un projet avec, par exemple, du JS, du Node.js et du MongoDB. Il y a un problème à vouloir utiliser MongoDB un petit peu partout dans les formations, c'est qu'en fin de compte, MongoDB, c'est bien à condition de savoir le justifier. Je m'explique. Si tu es un petit développeur et que tu as besoin de faire un blog, utiliser une base MongoDB pour faire un blog, franchement, c'est overkill. C'est overkill pourquoi? Parce que les bases de données SQL savent très bien gérer ça. Et c'est même limite mieux d'utiliser une base de données SQL qu'une base NoSQL parce que quand tu fais du SQL, tu fais du SGBDR, c'est-à-dire de la base de données relationnelle. Et qui dit relationnel dit relation entre tes tables. Donc c'est beaucoup plus carré. Tu vas pouvoir beaucoup mieux visualiser les choses quand tu manipules des bases de données relationnelles, si tu vois ce que je veux dire. Et en plus, les requêtes SQL te permettent de faire des liens entre tes tables assez facilement. Quand tu travailles avec du NoSQL, il faut bien avoir conscience, c'est que tu ne travailles pas avec une base de données relationnelle. Tu travailles avec ce qu'on appelle des documents, des objets, d'accord? Et finalement, les objets dans une base MongoDB, c'est très libre. Tu peux implémenter par exemple un objet et en termes de structure, ce premier objet peut être complètement différent du deuxième, tu vois? Euh, Maintenant, il y a un usage qui est fait de l'un et de l'autre. Les bases SQL, c'est fait pour des projets qui vont manipuler des petites données. Quand je dis petites données, c'est jusqu'à une centaine de milliers à peu près, voire millions. Et quand tu as vraiment des gros besoins, genre par exemple un moteur de recherche pour un site e-commerce avec derrière des millions de références, bah, tu vas utiliser dans ce cadre-là, typiquement par exemple une base NoSQL pour que ta recherche soit instantanée et pas qu'elle mette genre 2 ou 3 secondes à s'exécuter, tu vois. Côté sécurité, NoSQL plus sécure que SQL. Non, non, c'est pas plus sécure. C'est simplement que tu manipules ces deux bases d'une façon qui est différente dans les deux cas. Voilà, c'est tout. Et moi, en pratique, quand je peux utiliser SQL, ce qui est généralement le cas dans 80% des projets, il vaut mieux partir sur du SQL parce que ben, c'est plus carré, quoi. Voilà. Mais après, c'est mon avis perso sur la question. Ça n'engage évidemment que moi. Si vous êtes d'accord, vous avez le droit de défendre aussi vos positions, hein. Je ne vous donne que mon avis personnel sur le sujet. Voilà.
Alors, on va faire un document. Point, Salut Mathieu, comment tu vas? Add event listener. On va faire un add event listener sur le document, le DOM content loaded. Et on va appeler une petite fonction. Hop, qu'on va appeler, je sais pas, comment est-ce qu'on va l'appeler? Init. Voilà, et puis ici, on va faire notre petite fonction. Où on va utiliser cette notation-là. Tac, voilà. Hop. Avec notre petit console log à l'intérieur. Voilà. Et on est bon. Mon avis, c'est que la plupart des gens utilisent NoSQL pour la hype. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Alors que ça n'a aucun sens si t'as pas un SGBD au départ. Comme beaucoup d'autres technos d'ailleurs, la plupart des bases NoSQL ne sont qu'un cache de bases de données relationnelles. Ouais, oui, c'est comme d'hab, ça dépend du projet, ça dépend dans quel cadre tu veux l'utiliser, ce genre de choses, ouais. Mm. Ouais, mais moi, effectivement, moi, mon avis, c'est que c'est overkill pour la plupart des projets. Faut vraiment en avoir l'usage. Faut manipuler de très grosses bases de données pour que l'utilité d'une base NoSQL soit... Bien sûr qu'il y a des use cases pour le NoSQL, hein. Moi, j'ai déjà eu des projets où je cumulais même les deux, hein. Ça dépend, en fait, tout dépend de ton besoin, hein. C'est toujours pareil. Je suis d'accord avec vous hein, là-dessus, hein, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun souci. Du coup, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir... Tac, tac, tac. On va construire un article à partir de... en TypeScript, hein, du coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup un const section est égal, section. Ouais, section element. On va l'appeler section element. J'aime bien appeler les choses comme ça. On va faire égal document.query selector de. On va chercher la section grid. Je ne vais pas forcément trop m'embêter ce soir. Cas d'utilisation spécifique pour le NoSQL, données géospatiales, gestion de sessions, application en temps réel, big data, contenu non structuré, scalabilité et disponibilité élevée d'après ChatGPT. Ouais, mais... Ouais. Alors, les données géospatiales, je crois que tu peux les gérer aussi dans une base Postgre. Je crois. Il me semble que tu as des possibilités à ce niveau-là. Les gestions de sessions, ça se stocke aussi dans une base de données relationnelle sans aucun problème. Mais c'est vrai que dans la pratique, j'aurais tendance à préférer par exemple utiliser un Redis pour enregistrer ce genre de choses. Application en temps réel, là on peut être d'accord, ouais. Là on pourrait être d'accord, effectivement. Parce que c'est vrai que ça peut s'appliquer. Big data, ça on est totalement d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Contenu non structuré, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, si tu as par exemple, je sais pas, un réseau social dans lequel tu pourrais avoir par exemple des gens qui déposent des documents et que ce document, comme par exemple dans un Notion, hein, dans un Notion, tu peux venir déposer par exemple des documents images, PDF, machin, etc. Que dans d'autres documents, tu ne déposeras pas. Et là, effectivement, là, ça s'adapte bien parce que tu as besoin d'une structure qui est finalement assez libre. En fait, c'est pas une base de données Redis, hein.
c'est vraiment un jeu clé-valeur, quoi. C'est tu stockes en fait tu définis une clé, tu stockes une valeur dedans. C'est tout. Voilà. Mais l'avantage d'un Redis, et tiens, je vais faire un petit schéma par rapport à ça. C'est notamment quand tu fais par exemple effectivement de la scalabilité, lorsque tu veux faire de la scalabilité. Parce qu'en fait, quand tu veux faire de la scalabilité, généralement tu vas par exemple commander des VPS chez un hébergeur. Tu vas te dire, je vais monter un cluster de serveurs. Donc tu vas commander par exemple un VPS, deux VPS, trois VPS. Ok. Le problème que tu vas avoir, c'est que si tu stockes par exemple ton projet, admettons que ce soit un Adonis.js ici, d'accord. Donc là, tu as ton premier VPS, tu stockes un Adonis. Tu stockes, tu as un deuxième VPS. Hop, un troisième VPS. Tu vas avoir bah, du coup ton Docker Swarm qui va tourner là-dedans. Et tes instances de Adonis.js, elles vont tourner une là et une là. Ok. Le problème que tu vas avoir, c'est quand tu vas vouloir synchroniser tes datas. Et du coup, avec Docker Swarm, par exemple, ce que tu peux faire, c'est définir, ou même avec Kubernetes, hein, tu vas définir en fait un espèce de tuyau comme ça. Voilà. Ce tuyau-là, ce sera ton service Redis. Et en fait, le service Redis, il va te permettre de synchroniser les datas entre là, là et là. Tu vois? Comme ça, quand le client, en fait, parce que le client, c'est ça qu'il faut bien se dire, hein, c'est que le client que tu as en face, lui, quand il va taper ici, il va aller dans un load balancer. Et le load balancer, il va t'envoyer sur une des trois instances. Celle-là ou celle-là. Et en fait, le truc, c'est que comme ta data, elle est synchronisée entre tes instances, bah du coup, que tu sois redirigé là, là ou là, tu auras toujours la même data. Tu vois ce que je veux dire? Alors, faut en avoir le besoin, évidemment, hein. Faut en avoir le besoin. Mais voilà. Idem avec un cluster en relationnel. Ouais. Et d'ailleurs, dans un cluster en relationnel, ce que tu vas avoir tendance à faire, t'as pas besoin forcément toujours d'avoir un NoSQL qui va être encore une fois, ça dépend des besoins, c'est toujours pareil. Mais tu peux très bien, rien ne t'empêche d'avoir des instances de VPS qui tournent aussi derrière ici, avec un MySQL qui serait là, tu vois. Tu as un MySQL là et tu as un MySQL là. Voilà. Ici, tes Adonis, ils peuvent taper là-dedans. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, PostgreSQL te permet même de faire plus facilement toutes ces choses-là. Mais je suis pas assez calé hein, sur le sujet à ce niveau-là. Merci Unis FX pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Bon, on va reprendre nos petits. Donc notre objectif, c'était de pouvoir construire du coup des éléments. Alors, on va ici, hop, construction d'un article. Donc, on va faire const article element est égal à document.createElement. Hop, article. Ensuite, on va construire un H2. Ça fait du bien aussi de temps en temps de pouvoir faire des choses comme ça, non? Donc là, on va avoir notre H2 element, hop, sur lequel on va lui appliquer un text content titre de l'article 2. Voilà. On construit, hop, bam, bam,
un p-element qui sera égal à ça. Voilà. On va construire un élément paragraphe. Et on va mettre dans notre paragraphe, text content, un contenu. Donc on va lui mettre par exemple ça. Voilà. Hop, hop. Et là, de là, si je réactualise, alors ça ne marche pas, évidemment, c'est normal. Il va falloir que je reconstruise mes éléments. Donc du coup, dans article element, on va injecter le h2element. Voilà. Article element.append et on va lui rajouter le p-element. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va prendre notre section element et on va append le article element. Et vu que section element peut être nulle, grâce, ça c'est TypeScript qui nous le dit, évidemment, on a deux solutions. Soit on lui dit, je sais que tu es défini et donc je te l'impose. Ou alors, deuxième solution, on va lui dire tout simplement, if section element, dans ces cas-là, tu pourras faire cette ligne de code ici. Ou alors, il y a une dernière solution qui est tout simplement de lui faire ça tout au début, en lui disant, if section element, hop, tu fais un return et problème réglé. Voilà. Donc là, si on teste, on a notre petit article qui s'affiche sur la page. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec plaisir, même si vous débutez le développement. Alors, vu qu'on veut avoir un code un petit peu plus, je dirais, pratique, on va faire une petite fonction qui va centraliser le code de ce que j'ai mis là. On va faire la fonction create article. On lui passera le title qui sera du coup de type string. Et on lui passera le paragraphe, donc le content, qui sera de type string. Et il renverra rien du tout. Voilà. D'ailleurs, lui non plus, il renvoie rien du tout. Donc là, nous allons prendre tout ça. Bim. On va le placer ici. Voilà. Hop. OK. Et du coup, on va avoir besoin également d'une autre chose. C'est de lui préciser le parent. Et le parent, c'est quoi? Ça va être un element. Voilà. Et comme ça, on est bon sur la syntaxe. Donc là, on va mettre parent.append article. Et donc là, on va lui faire un petit... J'ai une question un peu bizarre. Pourquoi il n'y a pas un seul langage qui englobe toutes sortes de langages web, full stack, app mobile, games, etc. Bonne... Bah en vrai, ouais. Ouais. En vrai, tu peux le faire en JS, hein. En vrai, tu peux faire du JS, hein. Avec du JS, tu peux tout faire. Parce que en vrai, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des navigateurs web, le seul langage à pouvoir être utilisé, c'est le langage JS, hein.
Dans un navigateur, il comprend quoi? Il comprend HTML, CSS, JS. D'ailleurs, une des particularités que tu pourras remarquer, que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est que, tu vois, là, j'utilise TypeScript typiquement pour pouvoir faire ça. Mais en réalité, le TypeScript que j'exécute ici est traduit, compilé, transpilé, pour être précis pour les puristes, est transpilé par mon petit serveur ici, Parcel. Et du coup, côté navigateur, je vais me retrouver avec du JS, tu vois. Et si je vais voir la gueule du JS, tu vois que ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir avec le code que j'ai ici, en fait. Tu vois. C'est du code compilé. Mais les lignes de code que je tape là, elles seront présentes hein, à l'intérieur. Hein. Attention, hein. Elles sont là, d'accord? Elles existent hein, dans mon document. Et tu peux voir que ici, tu vois là, ce que j'ai précisé là, c'est-à-dire tous les types de mes paramètres que j'ai là, 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 et les types de retour, et bien ici en fait, au niveau de la fonction qui est compilée dans le code, ça n'existe plus. Et c'est pour ça que je dis systématiquement, TypeScript, ça n'existe que dans le VS Code. Une fois que tu sors du VS Code et que tu exécutes concrètement ton projet, TypeScript, ça n'existe plus. C'est du vent. C'est littéralement du vent. Après, le problème aussi avec les games, par exemple, si on prend les apps mobiles, c'est que les apps mobiles, pour fonctionner, elles ont besoin d'un système d'exploitation. Genre, tu as des applications qui vont tourner sur Android, d'autres qui vont tourner sur iOS. Déjà, rien que pour pouvoir proposer un langage qui s'exécute, on va dire, sur les deux univers, c'est déjà très compliqué parce que les frameworks, si tu veux, de bas niveau qui sont implémentés au niveau des OS, bah, ne sont pas les mêmes. iOS a son propre truc et Android a son propre truc. Et du coup, faire un framework de plus haut niveau pour pouvoir s'adapter aux deux univers, c'est très compliqué, c'est très complexe. En fait, aujourd'hui, si tu veux, quelque part, le JS est un petit peu utilisé partout, tu vois. Euh, Si tu veux faire par exemple du web, tu vas pouvoir utiliser par exemple React pour pouvoir faire des applications web. C'est le framework aujourd'hui qui est le plus utilisé. Et il est le plus utilisé pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est le plus simple à apprendre. C'est le framework le plus simple à apprendre dans cet écosystème-là. La deuxième raison, c'est que quand tu utilises par exemple React, tu as la librairie React et la librairie React-DOM. Pourquoi on a ces deux librairies et pourquoi on n'a pas combiné tout dans une seule? Pour la simple et bonne raison que React-DOM, c'est le DOM. Donc quand on dit DOM, ça veut dire document object model. Et document object model, ça fait référence à tout ce qui vient du navigateur. Quand tu utilises à la place de React-DOM, par exemple, React-Native, bah React-Native te permettra de concevoir des applications mobiles pour mobile, Android et iOS. Donc du coup, avec React, tu peux concevoir des apps web. Avec React Native, tu peux concevoir des apps qui sont compatibles Android, iOS. Et enfin, tu as React-Desktop qui te permet même de faire des applications desktop. Donc, tu vois, quelque part, dans l'écosystème JS, on essaye d'utiliser justement cet écosystème aujourd'hui pour faire en sorte que les développeurs n'aient pas systématiquement à réapprendre de nouveaux langages pour des usages différents. Si, j'espère que ça fait sens, hein, ce que je dis. Et vous m'arrêtez si je dis de la merde.
Donc, on va faire un petit create article. On va ici, hop, lui injecter le section element. On va lui mettre titre. Salut à toi, Samakuchan, comment tu vas ce soir? Titre et contenu, je vais mettre un contenu. Créons l'espéranto pour la prog. Non, en vrai, il y a trop de problématiques différentes. Tu créerais un monstre si tu voulais un seul. C'est ça le problème. C'est que plus tu enchaînes en fait les langages de programmation avec des couches qui sont toujours de plus haut niveau. Et le problème, c'est que quand tu as un problème dans la couche basse, bah, tu sais pas vraiment d'où vient le problème, quoi. Il suffit que tu aies trois langages de programmation en bas et tu en as un des trois qui pète, bah, tu comprendras pas pourquoi ton langage de haut niveau fait que ça fonctionne. Enfin, ouais, tu mélanges tout, quoi. C'est chiant. Mais bon, on peut faire app web avec du JS, mais côté sécu, c'est nul, je pense, non. Bien sûr, ben, on fait des applications web avec du JS. En général, comme on fait des applications full stack, on fait des applications avec du JS côté client et du JS côté serveur. C'est toute la définition du front-end et du back-end. Ça va bien, je te remercie. Voilà. Donc là, il faut que je lui mette évidemment juste ici, hop, le title. Et ici, je lui mette le content. Voilà. Et donc là, on a un truc. Tu prépares quoi avec ton code? C'est un truc pour tes cours? Non, pas du tout. Pas du tout. L'objectif de ces lives-là, c'est de faire un truc en mode un peu chill. J'essaye de réaliser une petite application web avec à la fois un front et un back. Et l'objectif, c'est de pouvoir tester justement la librairie Tuyau dont j'ai parlé mardi soir, que j'ai commencé à introduire mardi soir. Alors, si vous ne connaissez pas Tuyau, je vais refaire juste un petit laïus dessus, juste pour vous expliquer très rapidement. En gros, le problème qu'on rencontre quand vous faites des applications full stack, c'est que vous avez un front-end et un back-end. Ok? Bon, jusque-là, pas de problème. Front-end, back-end. On peut partir par exemple, je sais pas, sur une application, on pourrait dire avec, je sais pas, du React côté front et une application Adonis.js côté back. D'accord? Vous me connaissez, hein, force, vous savez que je fais du Adonis.js. Bon, ok. Le problème qu'on a généralement, et ça peut être dans un tout autre contexte, hein, ça peut être aussi avec du Symfony en back-end, ça peut être avec du Express en back-end, ça peut être avec ce que vous voulez. Le problème que vous avez, c'est pour, en général, synchroniser et avoir du confort. Généralement, comme vous travaillez avec du TypeScript des deux côtés, en tout cas, que ce soit dans les entreprises ou en perso, ça se fait de plus en plus. Hein. On fait du TypeScript, pourquoi? Pour pouvoir typer notamment les données et rendre plus robustes nos applications, en plus de pouvoir également avoir les signatures de nos méthodes plus facilement. Mais le truc, c'est que dans ce contexte-là, TypeScript, quand vous récupérez en fait de la data entre votre back-end vers votre front-end, vous avez le souci du typage des données. Donc, admettons que votre application que vous avez créée, par exemple ici, vous ayez un HTML et que vous ayez un truc qui construise justement un article sur votre page. Donc, généralement, ce que vous allez avoir en premier lieu, c'est que vous allez faire un fetch vers votre back-end. Donc, vous avez fetch ici des data. Okay, le front-end, lui, quand il va fetch des données vers le back-end va lui renvoyer les datas sous forme de JSON. Okay, le JSON, c'est le format unifié qui vous permet de récupérer de la data entre n'importe quel langage, côté front et côté back. Et à partir de ce JSON, généralement, vous allez construire en fait une structure HTML.
C'est le fameux, ce que je suis en train de faire là, hein, typiquement. C'est-à-dire de créer des éléments. De créer des éléments et de les créer dynamiquement en fonction des datas reçues. Maintenant, au moment où je vais coder tout ça, le problème c'est que l'API va me renvoyer les datas sous un certain format. D'accord? Et ça va dépendre de comment vous avez défini finalement votre base de données. Vous allez renvoyer par exemple une liste d'articles. Et dans cette liste d'articles, vous aurez, je sais pas, un title, un content, une catégorie, etc. etc. D'accord? Quand je vais travailler avec le fetch ici, le problème c'est que ici, côté front, je n'ai pas l'autocomplétion. Je ne bénéficie pas directement de l'autocomplétion que je vais avoir comme quand je travaille par exemple au niveau de mon back-end. Et donc du coup, le truc que vous allez automatiquement faire, c'est définir finalement un fichier de définition, un types.d par exemple, dans lequel vous allez définir des interfaces. Et vous allez définir dans cette interface que c'est par exemple qu'un article. Un article, ce sera par exemple typiquement un title, string, ok, un content, string, etc. etc. ok. Donc ça, vous allez devoir le définir ici. Et vous allez devoir refaire le travail en double parce que vous allez devoir le définir également ici. En général, hein. Là où Tuyau va être particulièrement intéressant, c'est qu'on va installer Tuyau dans notre projet Adonis côté back. Ok. On va installer le client Tuyau côté front. Et en fait, grâce à ça, en utilisant Tuyau, on va pouvoir se débarrasser de tout ça. Je ne vais plus en avoir besoin. Et grâce à Tuyau, je vais bénéficier de l'autocomplétion automatique de ce qui aura été défini ici, dans mon bac. Ok? Ça va, vous me dites hein, si je ne suis pas assez clair. Hein. Il va définir les types à l'intérieur de JSON. En fait, ouais, voilà, c'est la librairie Tuyau qui va automatiquement récupérer, un petit peu comme à la manière d'un RPC, il va venir récupérer automatiquement la type safety des routes de Adonis.js dans mon front-end. Et donc, grâce à ça, Tuyau va pouvoir savoir en fait, Tuyau et TypeScript vont pouvoir savoir quel est le typage des données qui ont été faits dans l'API. Et ça de façon automatique. La seule chose qu'on a à faire, c'est de remplacer ce fameux fetch par l'appel à la librairie Tuyau. Ok, très clair. Merci pour le résumé du projet. Je t'en prie. Je fêtais introduire ça parce que moi je trouvais ça particulièrement intéressant dans la mesure où si par exemple demain vous décidez de faire un projet en AngularJS avec un projet Adonis, on sait que par exemple Inertia ne permet pas de pouvoir faire des projets Angular. Ok. Vous avez, avec Inertia, vous pouvez faire des projets React, vous pouvez faire des projets Vue, vous pouvez faire même des projets solides, mais vous ne pouvez pas faire des projets Angular. Et donc là, vous allez être obligé dans ce cadre-là de faire un front et un back séparés. Donc là, moi je pense que Tuyau, ça peut être particulièrement intéressant. Sans compter que, même si vous utilisez Inertia, vous avez la possibilité aussi de pouvoir directement avoir un système de provider qui va entourer votre projet Vue.js ou React. Et là, ça peut être aussi particulièrement intéressant pour certains usages. Ce qui va être intéressant, c'est surtout de récupérer la type safety des data côté back, en fait. Voilà.
je vais juste tester si je crée un deuxième article ici. Ça donne quoi? Ok, c'est bon, hein. Bon, là, on a déjà le point de départ, on va dire. Je regarde si j'ai pas loupé de message, c'est bon. Bonsoir ici. Salut à toi, Slordef. Comment vas-tu? Bienvenue à toi. Vous aurez peut-être remarqué, je sais pas si ceux qui me connaissent, vous aurez peut-être remarqué que j'ai créé depuis peu une nouvelle chaîne sur... alors, il n'y a rien dessus en termes de contenu, hein, mais j'ai créé une chaîne avec mon pseudo sur TikTok également. Parce que vu que je suis en train de voir là pour commencer à faire un peu de montage vidéo, je vais incessamment sous peu sortir des contenus pour la chaîne YouTube. Et je me dis, quitte à faire ça, pourquoi pas aussi peut-être potentiellement faire des shorts pour la chaîne TikTok. Voilà. Je sais pas si ça va donner quelque chose, mais je me dis, pourquoi pas tenter après tout? On sait jamais. Ça va tranquillou. Ça dev de ton côté? Qu'est-ce que tu fais de beau? Beaucoup de messages, beaucoup de monde ce soir, hein, visiblement, hein. Merci vraiment pour votre soutien, ça me fait très plaisir. Allez, on enchaîne sur la suite. Donc maintenant qu'on a ça, on va essayer d'initialiser notre projet back. Je pense que là, on est à peu près bon. Donc, on revient dans notre petit terminal. On va faire un petit saut en arrière. Et pour créer le projet backend, on va se rendre sur la documentation d'Alonis. Hop, bam. Merci à toi pour tes réponses, mais c'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre. C'est justement la partie interaction, moi, avec Twitch qui m'intéresse plus que l'interaction avec le chat. Moi, de manière générale, j'adore ça. Donc, si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter. Je suis là pour ça. Vous voyez, moi, j'aime le développement web et je l'aime encore plus depuis 2 ans et demi parce que il y a ce partage, en fait. Cette connexion et ce partage, moi, c'est vraiment ce que j'aime dans ce métier. Salut à toi, Moustiche, comment vas-tu? On va chercher la petite doc AdoniJS qui va bien. AdoniJS des familles. Et du coup, donc la librairie tuyau, hein, elle est là, elle est tout en bas là. Elle est tout en bas, là, elle nous tend les bras là, la librairie tuyau. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer un mini projet. Comme ça, c'est l'occasion de créer un petit projet de zéro avec Adonis, avec notre framework de prédilection. J'ai pas testé Tuyau, mais est-ce qu'il y a moyen de générer le client depuis une spec OpenAPI ou c'est forcément depuis le code backend Node? Haha, haha, excellente question. J'ai la réponse à ta question, évidemment. Parce que je me suis renseigné sur le sujet. Alors oui, je tiens à le dire quand même. Je tiens à faire une petite précision. Tuyau, pour l'instant, est en mode expérimental, d'après ce que j'ai compris. Donc ça veut dire que pour le moment, ce n'est pas à utiliser dans un projet de production. Mais je pense que ce sera bientôt stable. Enfin, j'imagine que ça va bientôt sortir en version stable. Maintenant, hop, la librairie tuyau bénéficie d'une documentation
Voilà, qui est accessible ici. Je vous donne d'ailleurs le lien, comme ça vous pouvez y accéder. Voilà. Ici, on peut voir que sur la documentation, il y a une section OpenAPI. OpenAPI qui est un package qui est toujours en mode expérimental à ce stade-là. Si on va voir un petit peu là-dedans, on peut se rendre compte que, donc là, il y a la définition des routes, ok. Et si je descends un petit peu plus bas, bah là, tu vois ce qu'on retrouve. On retrouve ici une petite config qu'on peut définir ici. Donc ça, je n'ai pas testé pour le moment. Je tiens à le préciser, je n'ai pas encore testé. Et ici, au niveau du provider OpenAPI, on peut se rendre compte qu'il y a deux providers qu'on peut définir. Il y a Swagger UI et il y a Scalar. Alors, je ne saurais pas dire la différence entre les deux. Moi, je connais bien Swagger UI. Je connais moins la deuxième. Voilà. Mais a priori, oui, tu vois que ça a l'air visiblement possible. Et j'espère évidemment avoir répondu à ta question, du coup. Impeccable. Bon, et ben c'est parti, on va se créer le petit projet. Donc là, on va se rendre dans le petit Getting Started. Merci pour ton follow, Vania. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. On va se créer donc un petit projet en mode API, évidemment. Alors, le seul truc qui m'embête, c'est que moi, j'ai une base MySQL. Je vais plutôt partir sur une base MySQL. Mais bon, après, peu importe. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc, si OpenAPI il y a, ça ne se limite plus. Ça ne se limite plus un serveur avec un back-end Node. Bah, ça te permet d'avoir une API documentée, ouais, effectivement. Si je comprends bien. Bonsoir, je ne pourrai pas suivre très longtemps ce soir, mais je follow pour être là la prochaine fois. Merci pour ton follow. Merci beaucoup. Tu dev? Juste avant de nous quitter, tu dev un petit peu? Qu'est-ce que tu fais de beau? Eh, vous régalez les gens, hein? C'est reparti là, les follow là. La hype des follow est repartie. Merci pour ton follow, Moustiche. Merci vraiment pour le soutien, ça fait plaisir. On va aller sur le prochain objectif des 500 followers. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gens, mais si jamais on atteint l'objectif fin novembre des 500 followers, ça veut dire que j'aurais réussi. Ça veut dire que j'aurais réussi à avoir 500 followers en moins de 6 mois. C'est énorme. C'est énorme. Incroyable. Je suis en BUT Dev Logiciel. C'est quoi BUT? Je connais pas du tout. C'est ce que fait Zidane. Qu'est-ce que tu racontes, Minimax? Salut à toi, comment tu vas? En BUT Dev Logiciel. Oh, mais ça peut exister. Enfin, je sais pas. C'est un... Ah, ok. Brevet universitaire technologique. Bac plus 3 équivalent. Ok. Ok. Bah, tu vois, je connaissais pas. Je savais pas que ça existait, ça. Intéressant. Eh ben, n'hésite pas à repasser, en tout cas, sur la chaîne. Avec plaisir, quand tu veux, hein.
Donc on va initialiser notre petit projet. Hop, hop. On va mettre ici MySQL, celui que j'utilise. Ah oui, par contre... Ouais, ça va être plutôt npm init. Et ici, on va lui mettre backend. Et c'est parti. Let's go. Yes, j'y penserai pour sûr. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi aussi. Et reviens quand tu veux. Au niveau des tokens, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire un access token. Hein. Authenticate clients using API token. Authenticate user using HTTP basic auth. Merci pour ton follow, John Cena. Bienvenue à toi. Je ne sais plus c'est quoi la différence entre les deux. Authentication. Access token, c'était OAT. Oui, c'est les OAT. Voilà, c'est les OAT. Ah, bah oui, bah on va partir là-dessus. C'est très bien, ça. Hop. C'est largement suffisant. On attend que ça installe gentiment. Est-ce que tu vas bien, John Cena? Est-ce que vous seriez chaud pour qu'on fasse un deuxième live éventuellement demain? Il y en a qui reviendraient éventuellement si je réorganisais un live demain soir? Ça pourrait se faire ça ou pas? On va faire notre petit npm run dev. Bah, on va aller dans notre petit dossier backend. Voilà. On va lancer le petit npm run dev. Hop. Avec le HMR, évidemment. Demain, il y a les moulins du dev. Attention à la concurrence. On peut se faire des raids au pire. Hein. Donc, on va aller sur le 3333. Comment il dit, lui, déjà? Le petit... J'aime bien comment il dit à chaque fois. Il dit le petit private des familles. Le petit private des familles. Ça te dit rien, ça? Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Ne me demande pas, mais je l'ai en tête. Bon, alors, on va faire un premier petit test. Absolument rien. Ah, bon, bah tant pis. On va faire un premier petit test. Bah, donc, on sait que ça marche. Hein. On a notre petit Hello World là qui a l'air d'apparaître. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va pas gérer tout ce qui est authentification, machin et tout de suite. On s'en fout un peu. Ce que je vais surtout faire, c'est essayer de renvoyer juste des données statiques depuis mon serveur pour voir ce que ça peut donner. Donc, on va se rendre dans notre petit controller, ici. Bim. Il n'y a pas de contrôleur. Il n'y a pas de contrôleur. Ah non, il y a juste une route en fait avec des retours. D'accord, ok. Bon.
Et on va essayer de mettre en place ce truc-là, tuyau, pour voir ce que ça peut donner. Non, pas les tuyaux là. C'est pas tout à fait les mêmes, hein. C'est pas tout à fait les mêmes. Je me rends ici. Installation. Alors, on nous dit, grosso modo, dans notre package Adonis, on va installer la librairie tuyau slash core et dans le client, on va installer le client. Donc, bim, bim, bim. Je me rends ici. Donc ça, c'est mon serveur. Côté backend, on va faire ça. OK. On va faire true. Oui, je veux l'installer. OK. Ensuite, on va se rendre sur notre client et on va installer tuyau client. Hop. Hop. Parfait. Et maintenant, si j'ai bien compris, on a une petite commande qui va nous permettre de générer automatiquement. Ah, alors attendez, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux juste voir, est-ce que si je fais un node Ace Tuyau Generate, donc ça évidemment c'est sur le backend que je vais exécuter ça, qu'est-ce que ça va me faire exactement? Types generated successfully. OK. Donc là j'ai un point Adonis.js avec un API.ts et alors j'imagine que ça doit être normal, ça doit être parce que pour l'instant j'ai rien de spécial. Donc, you must export the .adonis.js API. OK. Donc dans le package .json, il faut que je lui rajoute ça. Donc c'est dans mon projet backend hein, que je vais faire ça. Il doit y avoir à un endroit un petit export à rajouter. Ça me va. Once done, make sure to include Acme Server as a dependency in your front-end workspace. Ah, il se base là-dessus pour fonctionner? Là, c'est pour du monorepo. C'est pour du monorepo. Ouais, c'est pour du monorepo. Enfin, c'est pour du monorepo. Il y a quand même monorepo slash serveur slash machin. Euh... Ouais, en fait, il a besoin de ce truc-là, quoi. You can ignore the API object and only pass the API definition type to create tuyau.
Du coup, ça ne marchera pas avec deux applications qui ne sont pas dans le même repo. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on le fait fonctionner alors du coup? T'as raison, cette subtilité-là, j'y avais pas forcément fait gaffe. Mhm. Euh, C'est plus s'il faut que ça leur package du coup. Bah, en vrai, je sais pas. Bah, en vrai, ça, c'est censé être défini qu'une seule fois, hein. C'est censé être défini qu'une seule fois. Après, il faut utiliser ça un peu partout dans ton app. Et normalement, c'est ça que tu fais en réalité après derrière, hein. Après, j'imagine que s'ils ont fait comme ça, c'est sans doute que dans d'autres systèmes, ça marche aussi comme ça, hein. Euh, j'ai des monoripos en TS, exemple Aventus, où j'ai l'autocomplétion directement sans tuyau. Ok. Bah écoute, ouais. Je serais quand même curieux de voir. Attends. Faudra que je regarde quand même quelque chose parce que là, il y a un truc qui m'étonne un petit peu parce que quand j'avais vu la démo, j'avais pas vu ça moi. Mais bon, je sais pas. Attends. Alors, déjà, on va commencer par le début parce que si je vais trop loin tout de suite, ça va pas le faire. On va déjà commencer hop, par ça. Alors, je vais commencer par faire un truc d'abord. Donc, il dit en gros, si je fais ça, mais attends, mais ça c'est you have an Adonis API ready to use. Ouais, donc ça c'est côté client, ouais. Ouais, c'est pas type safety, on est d'accord. Et du coup, tu vas remplacer par ça. Ok, ça je suis d'accord. Du coup, je vais essayer de faire comme eux. Ça me va. On va prendre ce code-là. Hop. Donc moi, au niveau de mon truc là, dans ma route, je vais return ça. On va mettre title et content. Voilà. Donc ça, ce sera les datas du coup qui seront envoyées par mon serveur. Ensuite, il y a un validateur ici qui est utilisé pour valider les données du bac, hein, donc bon, ça pourquoi pas. Et il me dit, ça peut générer un fichier adonis.js API.ts qui ressemblerait à ça.
Donc a priori, il faut relancer la commande node. Et normalement, il est censé me générer automatiquement ce truc-là. Ça ressemble pas du tout à ça hein, pour l'instant. Ou alors, c'est peut-être parce que j'ai pas créé le contrôleur. Peut-être qu'il faut que je crée le contrôleur. On va essayer de le faire, ce contrôleur. J'aimerais essayer. Donc, je vais aller là. Donc tout ça, on va le supprimer. On va le remplacer par ça. On va mettre get slash pour l'instant. On va pas s'embêter. On va créer ici un contrôleur des familles. Pour faire les choses dans les règles de l'art. Et là, on va créer un fichier qu'on va appeler post. Le but de Tuyau est de générer des fichiers IO API. Donc, après, rien n'empêche de les transférer d'un projet à l'autre. Je comprends ce que tu dis, mais je comprends aussi ce que dit Minimax. Postcontroller.ts. Et donc dedans, hop, on va faire l'export comme c'est fait dans la démo. Payload pour l'instant, j'en ai pas. J'en veux pas pour le moment. Dans un premier temps, j'en ai pas besoin. HTTP contexte, j'en ai pas besoin non plus dans un premier temps. File name, ah oui, le file name, je suis censé l'appeler postcontroller.postcontroller.ts comme ceci. Export class postcontroller, ça c'est bon. Et là, il faut que je lui fasse l'import automatique. Il l'a pas mis l'import. Ou alors peut-être... non, il l'a pas mis. Attends, je vais aller voir dans un de mes projets. Ça ira plus vite. Ouais. On va suivre exactement le code de la démo pour voir. Alors, je vais reprendre... Hop. Ah oui, alors moi j'avais fait des routes, c'est vrai, comme ça. Voilà, et ici, voilà. Je reprends juste rapidement ça. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, hop, hop. Donc là, c'était comme ça. Voilà, et donc là, qu'est-ce que j'ai? Alors, là, il faut que je fasse attention parce qu'il faut que j'aille voir en fait dans package.json, voir si j'ai les imports dynamiques. Ouais, ils sont bien là. Donc là, a priori, je peux aller importer directement de mon contrôleur. Donc ici, je vais faire contrôleur. Hop, voilà. Et là, je vais aller chercher mon fichier qui est post. Pourquoi il ne le trouve pas tout seul comme un grand? Ah, ça y est. Et là, qu'est-ce qui dit? Ah, alors là, ici, donc, mon fichier. Bah si, c'est index, donc ça, c'est bon. Et pourquoi il n'est pas d'accord avec ça? Parce que...
Ouais, mais normalement, non. J'avais jamais eu besoin de faire ça. C'est bizarre, ça. Merci à toi, Yukina May 86 pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Ça m'étonne, ça. J'avais jamais eu besoin de faire ça. Attends. Dynamique. Import. Ah, il va pas le trouver. Oui, pourquoi Symfony? Adonis.js. Ouais. Tu l'as mis en default. Ah! Ah! Oui, 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 oui. Oh là là, mec, il est bon. Bien joué. Bien joué. J'y avais pas pensé, en effet. Bien vu. Ah, purée, le truc de merde. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ok. Donc, on a bien nos trucs, c'est bon. Mais là, par contre, c'est pas des ID que je veux, moi. C'est des titles. Title content. Après, sur le principe, j'ai pas de mal hein, avec... si jamais je fais une connerie, faut pas hésiter à me le dire, ça m'arrive. Hein. Quand tu fais du live, t'es pas... C'est pas pareil que quand t'es hors live, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Si je supprime le fichier là, et que je lui demande de régénérer, est-ce qu'il régénère quelque chose C'est ça en fait le const API là. Il est là le const API. Et j'ai l'impression que c'est ça là qui... Alors, get, oui. Ok, ouais, c'est... Ouais, alors je sais, ouais, c'est... Get et add. Voilà, il le veut comme ça, lui, ok, ça me va. C'est Prettier qui est pas content, en fait. Voilà. Là, il est un peu plus content. Et ouais. Je récupère un type unknown. Ah là là. Je récupère un type unknown. C'est pas ouf, quoi. Effectivement, on est bien d'accord. Et ça, je sais même pas à quoi ça sert, parce qu'en vrai, ici... mets un type de retour à ta fonction. Ah, ah. Ouais, mais attends, ouais. Je veux bien, mais bon, oui. Oui, oui, non, mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais c'est du TypeScript. Pourquoi est-ce que je serais obligé de lui préciser ce que c'est? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ? « 」 ?
Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est ça qu'il veut? Ah oui, par contre, c'est un promise. Oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui, on est bien d'accord. Mais normalement, j'ai pas besoin. C'est censé le faire. Et non. Et non. Punaise. Quel enfer. Quel enfer. Il a pas réussi à le définir tout seul ce que c'était. Ça, c'est les joies. C'est les joies du dev, ça. Hmm. Ça, c'est pour l'Open API, on s'en fout pour l'instant. Dans un premier temps. De ce que je vois, il utilise Vine pour générer les fichiers dans le but de faire coïncider avec un modèle ou une validation. Je suis pas certain de ce que j'avance, mais en lisant en diagonale, c'est ce que je comprends. Sa démo, là, on est d'accord que là, il... A priori, ouais. Tu crois qu'il... Tu crois qu'il faudrait que je lui impose absolument d'avoir un modèle, c'est ça? Ouais, Vine, c'est pour l'input. Ouais, tout à fait. Vine, c'est pour l'input, c'est pas pour l'output. Euh, donc, donc, si ce que tu dis c'est vrai, ça voudrait dire que il faudrait créer un modèle. Il y a quand même des questions qui se posent là, hein. Quand même quelques petites questions qui se posent à ce stade-là. Euh, je sais pas. Oui, parce que ça, c'est côté client, c'est pas côté serveur. Oui, Romain, quand on a besoin de lui. Je suis pas sûr que Romain pourra te répondre à ce genre de questions en vrai, hein. Je pense que là, get post validator. Ah, quoique. Non, bah non, non, c'est un input, c'est pas un output comme tu dis. Ah, mais attends, attends. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Attends. Il ressemble à quoi les validateurs? Il y a 3 pages de doc, on n'est quand même pas autant bête. Non, je pense pas, mais après, va savoir. Euh, get, get post validator. Define validator, bla. Get user validator. C'est quoi ça?
Oui, ça c'est le schéma normal. Donc ça c'est bon. Post controller. Il utilise quoi lui? Get post validator. Get post validator. Il utilise ça. Et il génère ça. Et son fichier API.j, il ressemble à quoi? Mais attends, ça, il l'a écrit à la main ou quoi? C'est les fichiers générés, on est d'accord? Il n'a pas écrit tout ça à la main. Sauf que le problème, c'est que nous, là, on n'a rien, tu vois? On a que dalle, là, dans notre fichier. Que dalle, que dalle, que dalle. Euh, Et il a aussi des types, hein. Il a aussi des types noun, hein. Il les a, hein. Il l'a là, par exemple. Mais sur un user... Ouais, sur un user show, ouais, bon, à la rigueur... Bah si, normalement, ça devrait être le bon type. Ça qui est bizarre. Mais ce que je comprends pas, c'est que son post controller ici, il a la forme là. Il a rien de plus. Il a finalement rien de plus que ce que je suis en train de faire là, quoi. À la rigueur, là, il va encore peut-être valider certains paramètres du genre, peut-être, je sais pas, c'est un blas, son truc. Y a rien. Il y a rien. Il y a que dalle, là. C'est pas là qu'il va définir justement les types de sortie de sa fonction index, quoi. La fonction index, de toute façon, elle est inférée. Donc, il sait qu'il doit renvoyer une promesse avec un title et un body. C'est logique, en fait. Euh, Maintenant, est-ce que moi, j'aurais oublié peut-être de faire un truc? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Il a tuyau utils. Et il a... Est-ce qu'il a autre chose également? Non. Attends, on va aller voir nous dans notre projet Node, voir ce qu'on a au niveau de ce fichier-là. Ouais, vas-y, fixe. Ok. Il y a le tuyau provider qui est inclus là, d'accord. Et package.json, qu'est-ce qu'on a? Il est où le tuyau là-dedans? Je dis ça direct, mais en Aventus, ça marche direct. Je veux bien te croire. Je veux bien te croire. On l'essayera ton truc, t'en fais pas, on l'essayera ton truc. Tuyau utils. Lui, il a un tuyau utils dans les dev dependencies, moi je l'ai pas, hein. Bon. Si on est... ah oui, mais là je suis côté client, côté serveur. On va essayer de rajouter ça.
Ok, ça doit être un truc de chez lui sûrement. Euh, J'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Vu qu'il a un repo ici, faudrait que j'essaye de le cloner. Faudrait que j'essaye de le cloner et de refaire la même manip pour voir s'il y a le même problème ou pas. Mais vous savez quoi? Pour ce soir, je pense que je vais m'arrêter là. On est déjà pratiquement à 2 heures et j'évite de faire des lives qui sont trop longs. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue ce live demain, tranquillement. Hop. Alors ne quittez pas, je vais vous envoyer en raid. On fasse une pétition pour que Romain vienne demain pour t'expliquer. Non mais je vais faire des petits tests de mon côté. Le peuple demande à comprendre Thio. Bah écoute, je vais faire des tests déjà de mon côté. Ok? Je vais déjà faire des tests de mon côté. Je vais essayer de cloner le projet pour essayer de voir si avec son code à lui, ça génère effectivement automatiquement le fichier ou pas. Et essayer de chercher pourrait provenir le problème. Et on continuera le live demain soir sur ce sujet. Ok, allez, hop. Bam. Ne quittez pas, on va faire un petit raid. Si vous avez envie de follow la chaîne YouTube, si vous avez envie de follow la chaîne TikTok, si vous avez envie de me follow sur la chaîne Twitch, allez-y, hein. Euh, et, euh, et puis, bah, on continuera le live tranquillement demain. D'habitude, je ne fais pas de live le vendredi. En tout cas, ce mois-ci, j'en ai pas fait. Mais demain, comme c'est férié, comme c'est tranquille, je pense demain, j'en fais un. Demain, je fais un live. Sur ce, les amis, je vous souhaite... Hop, je vous lance en raid. Ne quittez pas. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et à toutes. Et je vous dis peut-être à demain. Ciao, ciao!